Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre Bada. Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Ce sera, je le pense, mon dernier entretien avec Laurent de Wild, pianiste de jazz, compositeur, producteur, écrivain, et ça sera le point de départ. Nous parlions, notre dernière conversation, nous parlions du syndicalisme des musiciens et de ses effets aux États-Unis. En Grande-Bretagne, il n'existe rien de tel en France. Le système de protection des artistes est très différent. Et vous-même, vous faites partie même de l'état-major d'une société qui est pas tellement ancienne, qui est une société de protection, je ne sais pas s'il faut dire ça. Gestion collective. De gestion collective des droits des interprètes. Absolument. Ça s'appelle l'ADAMI. Alors d'abord, peut-être parce que nos auditeurs ne se sont pas plongés dans l'histoire de la protection et de la gestion collective des droits des interprètes, dites-nous un peu comment ça marche, de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça fait. Alors de façon très simple, la plupart des gens connaissent l'existence de la SACEM, donc qui protège le droit d'auteur et des auteurs et des compositeurs de musique. Mais il y a également des organismes pour représenter les artistes interprètes qui, beaucoup de gens l'ignorent, y compris les musiciens, sont représentés dans une collecte de droits au même titre que la SACEM, c'est-à-dire que un coiffeur, n'est-ce pas, qui met de la musique dans son salon de coiffure, c'est considéré comme un plus commercial, donc il paye à la SACEM le droit d'auteur, et il paye également à la DAMI et à la SPEEDIDAM, qui pour des raisons très obscures sont deux sociétés qui gèrent les droits des artistes-interprètes, alors qu'elles devraient être réunies. Nous y travaillons, mais c'est difficile. Et ces artistes-interprètes ont droit, eux aussi, à une rémunération qui est partagée, non pas comme à la SACEM où ça va directement à celui qui a écrit les paroles et celui qui a écrit la musique, mais dans le cas des artistes-interprètes, pour moitié aux producteurs de phonographes, ce qu'on appelle les producteurs de phonographes, et pour l'autre moitié aux artistes-interprètes. C'est une c'est une nébuleuse financière très complexe parce que la perception se fait sur la redevance sur la copie privée, c'est-à-dire chaque fois que vous achetez un support sur lequel vous pouvez graver de la musique, eh bien vous acquittez d'une redevance qui vous donne le droit de l'utiliser à titre privé comme vous voulez, pour les jouer à votre mariage, à vos fêtes de famille, etc. Et ça couvre le CD gravable, mais le téléphone portable, les clés USB, les disques durs. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la rémunération équitable. Je parlais tout à l'heure des inspecteurs SACEM qui taxaient les malheureux barbiers. Eh bien, ça, c'est une autre forme de collecte. Et cet argent est redistribué aux artistes-interprètes. Et la redevance sur la copie privée donne lieu statutairement à une redistribution obligatoire de 25% des montants, le reste étant dépensé en frais de fonctionnement et dans un chèque à la fin de l'année aux artistes-interprètes. 25% sont dédiés à l'action culturelle. C'est-à-dire soutien au projet, soutien au festival, manifestations culturelles, etc. C'est à l'ADAMI, c'est quand même une somme qui, bon, je vais pas vraiment donner des montants, mais c'est surtout c'est très variable d'une année sur l'autre, et puis le Covid a laissé des marques assez graves sur cette sur cette redistribution, mais il s'agit vraiment de plusieurs dizaines de millions que les organismes de gestion collective injectent dans la vie culturelle. Et ça, on a vu justement pendant le Covid un effort des fabricants de reconditionnables, des reconditionnés des téléphones portables qui, pour des raisons pseudo-écologiques, étaient bien entendu vertueux, même si, bien entendu, on les fait refurbish en Chine et que le coût carbone est absolument déplorable. Néanmoins, les têtes de pont de ces reconditionnables ont décrété que, puisque la taxe
pas la taxe, la redevance sur la copie privée avait déjà été acquittée sur l'appareil, eh ben, il n'était plus assujetti à cette redevance. Et bien entendu, c'est pas l'objet qui est assujetti, c'est l'utilisateur. Donc, s'il y a un nouvel utilisateur, c'est lui qui paye cette redevance. Et c'était le pied dans la porte pour faire sauter le principe de la copie privée, qui effectivement, de nos jours, est devenu un concept très abstrait pour des jeunes qui vivent tout en streaming, et donc ils ne copient plus rien. Ils ont juste un robinet qui s'ouvre ou qui ferme avec du contenu culturel qui sort quand ils le veulent. Et malheureusement, c'est un système qui est assez ancien, mais sur lequel, tout notre équilibre culturel, tout notre, un peu comme le CNC, n'est-ce pas, qui a littéralement sauvé le cinéma français. Rappelez-vous, Philippe, quand nous étions jeunes, il y avait un cinéma italien, il y avait un cinéma allemand, il y avait un cinéma anglais et un cinéma français. Et aujourd'hui, on parlait du cinéma anglais. C'est une catastrophe. Tous les grands films anglais qui marchent sont des productions américaines, et puis avec un peu de BBC, et puis Canal+, les pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, n'ont pas vu le coup venir et n'ont plus de cinéma national. Et c'est pour ça que c'est très important que des sociétés telles que l'ADAMI, l'ASPEDIDAM puissent défendre le droit des artistes-interprètes, parce que c'est beaucoup plus que les artistes-interprètes qu'on défend, c'est vraiment tout un paysage culturel qui menace de disparaître dans une espèce de fantasme de la culture dont, comme sur un arbre, ne subsisteraient que les plus beaux fruits, et puis on ferait sans les feuilles, et on ferait sans les fruits les plus petits. Et la culture, c'est riche, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, mais c'est en ratant qu'on réussit. Et ça, malheureusement, de plus en plus, on a du mal à imaginer que la culture ne puisse pas produire que de l'excellence et des salles pleines à chaque fois et des choses qui se vendent. Eh ben non, il faut des ratages pour des réussites. Et nous nous battons non pas pour le ratage, mais pour pouvoir continuer à alimenter cette richesse musicale et artistique, parce que l'ADAMI défend les musiciens, les danseurs, les circassiens et les comédiens. Donc c'est une immense population qui crée du contenu culturel auquel nous sommes habitués. On ne se rend pas compte qu'en fermant ces robinets-là, on ferme tout simplement notre espoir de culture française. Alors, vous êtes producteur de disques. Précisément, comment, de ce point de vue à la fois d'acteur et d'observateur, vous voyez l'évolution du monde du jazz? Davantage de musiciens, davantage de concerts, moins de musiciens? Alors, les concerts, je pense que le live continue de bien se porter. Un peu, sur une pente descendante, mais qui est pas dramatique. C'est sur les ventes que là, on vit une véritable catastrophe. Très sincèrement, moi, je me pose des questions sur la survie de mon label, qui vivait vraiment, mes seules recettes, c'était les ventes de disques. Or, maintenant, les ordinateurs n'ont plus de lecteur CD, les voitures n'ont plus de lecteur CD, ça devient un objet. Moi, ça m'arrive de donner des disques à des gens qui n'en veulent pas, en me disant « Mais non, mais j'ai rien pour le lire. Vas-y, donne-moi un lien, je le téléchargerai. » Et donc, le modèle économique, aujourd'hui, est devenu tellement contraignant que je ne sais pas comment demain, parce que pour enregistrer un disque de jazz, il faut quand même aller en studio, et ça coûte de l'argent. Il faut payer l'ingénieur du son, il faut payer le studio, il faut payer l'accordeur. Alors, c'est très beau d'avoir de la musique en téléchargement, mais comment produire à bas coût quelque chose qui ramène, mais vraiment, moi, mes relevés de téléchargement pour un titre écouté, c'est 0,00073 centimes. Donc, l'accumulation donne des sommes qui sont franchement ridicules et qui ne permettent pas un modèle économique durable. À titre personnel, je sais que je me suis attelé à la tâche, tout simplement de faire à l'anglo-saxonne des recherches de mécénat, de gens qui seraient intéressés pour une raison que j'ai encore du mal à discerner.
d'investir un petit peu d'argent, de donner un petit peu d'argent à fond perdu dans mon label, de façon à ce que leur revienne, eh bien, un aura qui les satisfasse. Le paradoxe étant que, par exemple, aux Victoires du Jazz de cette année, notre label Gazebo a raflé 3 des 6 victoires accordées aux musiciens. Et malgré ça, je parlais à mon distributeur de disques physiques qui me dit « Mais on n'a même pas vu un petit rebond dans les ventes à l'occasion de ces victoires. » C'est-à-dire que la reconnaissance de l'excellence du produit est totalement aujourd'hui décorrélée de ses ventes. Par contre, vous faites un clip viral où quelqu'un a mis une banane dans votre saxo, et là, les ventes décollent. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes calculs et les mêmes priorités. Alors, bon, il faut pouvoir s'adapter sans mettre systématiquement des bananes dans les saxophones, mais c'est pas facile. Écoutez, pour nous quitter agréablement, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous dire quels sont ces 3 disques qui ont été récompensés au Alors, ce sont 2 artistes. Il y a Pierrick Pedron, avec le pianiste cubain extraordinaire Gonzalo Rubalcaba, qui a sorti un disque en duo, qui a été donc le disque de l'année. Et puis, la saxophoniste Géraldine Laurent, qui, elle, a obtenu 2 victoires, celle de l'artiste de l'année et du concert de l'année sur un album à elle que nous avions enregistré il y a 4 ans, qui, à l'époque, avait reçu la victoire du disque de l'année. Ça sent un petit peu la répétition. Je sens que sur les prochaines éditions des victoires, nous allons être discrètement mis sur le côté, et ce n'est que justice. Mais c'est vrai que ce sont 2 saxophonistes alto absolument magnifiques, dont je ne peux que vous recommander l'achat du CD. Et votre propre production, que ce soit discographique ou vos prochains concerts, sachant que la date de diffusion de notre entretien n'est pas absolument fixée, donc mettons... Mais mon disque Life is a Movie sera toujours dans les bacs lors de la diffusion de votre magnifique émission. Merci beaucoup Laurent de Wild de nous avoir rendu visite, et bonne chance à votre label et puis aussi à votre émission sur Radio Classique, et donc... tous les jours du lundi au vendredi de 19 à 20h on the wild side. Nos auditeurs savent ce qu'il leur reste à faire. Merci beaucoup.